J'ai la chance d'animer cet échange que nous allons avoir cet après-midi sur un thème qui s'appelle la beauté du vivant. Quand on était avec Francis l'année dernière, au mois de septembre, au Congrès mondial de la nature à Marseille, il m'a parlé dans son livre, il parle déjà un petit peu de la beauté du vivant, et il m'a parlé de son prochain livre qui serait sur la beauté du vivant. Voilà. Et quand, avec Dominique, on a imaginé cette table ronde, le titre de la beauté du vivant nous est venu assez spontanément. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter les autres personnes qui sont avec nous sur cette table ronde, puisque Francis est déjà intervenu ce matin et tout le monde connaît Francis. À ma gauche, Victor Noël, qui est déjà venu ici, puisqu'on s'était, je crois, rencontrés, non ? Non, à Marjolaine. À Marjolaine. Au bois de Vincennes. Donc Victor, tu observes la faune qui t'entoure. Tu as adhéré dès l'âge de 9 ans à la LPO, qui est la Ligue pour la protection des oiseaux. Et tu t'engages depuis auprès de plusieurs associations de protection de l'environnement. Tu es originaire d'une région boisée qui est près de Metz, si je ne dis pas de bêtises. Tu es convaincu de la nécessité d'agir pour la protection de la biodiversité. En 2020, tu as écrit ton premier livre chez Delachaux et Nestlé, qui s'appelle « Je rêve d'un monde », 3 petits points, qui est un plaidoyer sincère illustré par des photographies personnelles. Et ces jours-ci, tu as écrit un nouveau livre qui s'appelle « Sur les chemins du vivant ». Cette fois-ci, c'est illustré d'aquarelles absolument magnifiques. Anne-Sophie Novelle, bon, tu es déjà intervenue, Anne-Sophie, ce matin, mais pour les gens qui n'étaient pas là, je vais quand même te présenter. Journaliste indépendante, auteure et réalisatrice. Et tu es plutôt spécialiste des questions économiques, d'environnement et d'écologie. Tu travailles ou tu as travaillé pour de nombreux médias comme Le Monde, Le 1, So Good, Dardar, Kaizen, Colibri, Le Max, Salamandre. Tu es l'auteur de plusieurs livres, on se connaît bien, on travaille ensemble chez Actes Sud. Et ce matin, tu parlais notamment du film et du livre sur Le Monde, les médias, et moi, où et nous. Et récemment, tu viens d'écrire pour la Salamandre, en coédition avec Colibri, un ouvrage qui s'appelle « L'enquête sauvage ». Voilà. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est qu'auparavant, on parlait énormément de nature. C'était la nature. Et puis, depuis assez peu, nous parlons du vivant. Et aujourd'hui, on va parler de la beauté du vivant. Et j'ai assez envie qu'on définisse ce qu'on entend, puisque finalement, on pourrait parler de nature, comme ce que tu as fait jusqu'à un certain temps. On pourrait parler de sauvage, puisque Anne-Sophie, tu utilises le terme de sauvage. Pourquoi ce terme de vivant est important pour vous ? Peut-être Victor, tu veux commencer ? Ok. Ouais, disons que le terme vivant me paraît plus juste que le terme nature. Du moins dans l'usage qu'on fait du mot nature, je trouve que ce terme est un peu faussé. Parce que quand on parle de nature, on fait comme si les planètes du système solaire, la Lune, les arbres, les animaux, c'était la nature. Et que nous, l'humain, nous serions en dehors de tout ça, comme si la nature, c'était tout ce qui n'était pas humain. Or, l'humain fait partie du monde vivant, on a une histoire commune avec les autres espèces, et d'ailleurs, il y a 3,8 milliards d'années, nous n'étions qu'une. Et penser que l'humain est en dehors du reste du vivant, c'est penser aussi qu'on est le seul garant de notre existence, qu'on n'est pas dépendant des autres espèces. Je me souviens une fois, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'était pas pour un droit de la nature qui serait supérieur au droit de l'homme. Ça montre qu'il a pas compris la chose. Parce que justement, l'humain fait partie du monde vivant. Un système qui détruit l'humain est un système qui détruit le reste du vivant. Parce que l'humain vit grâce aux autres espèces. Un système qui détruit le reste du vivant détruit l'humain. Et on le voit bien avec notre système actuel qui a une emprise sur l'humain et sur le reste du vivant. Et puis peut-être que le mot vivant aussi peut englober les espèces non sauvages, par exemple les animaux domestiques ou d'élevage. Je pense que c'est un terme plus juste. Je sais pas si... Merci. Francis ? Il a son micro. Est-ce que si vous pensez pareil... Moi, j'en ai un. Chacun a son micro, tu le gardes. Pourquoi le vivant ? Oui. Pourquoi ce mot-là ? Est-ce qu'il est plus juste ? Parce que je me suis toujours intéressé au vivant. Je suis botaniste et du coup, les animaux m'intéressent aussi. Non, c'est le vivant qui m'intéresse et c'est la beauté du vivant qui m'intéresse pour une raison précise. C'est que quand j'ai fait des études de biologie, on ne m'a pas dit un mot de la beauté. Non, attends, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Je voudrais bien que tu le dises parce que tu l'écris dans ton livre. On m'a dit, des enseignants divers m'ont dit,
n'admire jamais. C'est fou ça. N'admire jamais parce que si tu admires, ça va fausser ton raisonnement et biaiser tes jugements. Et nous, comme des idiots, bon, on était étudiants à l'époque, on les a crus, ces gens. Attention qu'il faut parfois une vie entière pour se débarrasser des conneries qu'on nous enseigne. Tu as même écrit quand tu avais dit que la beauté, c'était indigne des scientifiques. Oui, on m'a dit la beauté, c'est pour les enfants, pour les artistes, les débutants, les poètes, mais pas les scientifiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors que les scientifiques, les naturalistes, ceux qui s'occupent du vivant, c'est à cause de la beauté qu'ils ont choisi ce métier-là. Mais une fois qu'ils sont dedans, plus de beauté. Alors, les gens, moi je discute souvent dans des salles de conférence, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que les livres scientifiques ne nous parlent pas de la beauté ? Alors que les scientifiques, ils savent bien qu'elle existe et ils l'ont sous la main toute la journée. Il faut nous en parler. Pourquoi est-ce qu'on ne nous en parle pas ? Bon, moi j'ai décidé d'en parler, voilà. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci à Livre en Marche de nous donner cette opportunité d'aborder ce sujet. Je suis très heureuse d'être à côté de Francis Allais et Victor Noël parce que voilà, je trouve qu'il y a une histoire de transmission qui fait du bien à voir. Moi, c'est une enquête journalistique que j'ai menée et c'est vrai que l'importance des mots dans ce contexte n'est pas anodine. Et quand on regarde de manière un peu rétrospective, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs termes pour qualifier tout ça. Alors, je suis comme Victor. Quand on m'a proposé de faire ce travail, on m'a dit, voilà, on te donne 1 an pour travailler sur un thème qui serait grandir avec la nature. Alors, j'aurais dit, mais la nature, moi, je l'ai toujours mise entre guillemets parce que je ne me soustrais pas. Voilà. Et déjà, parler de nature, ça voudrait dire qu'on n'en fait pas partie. Et donc, ça me dérangeait. Et j'ai cheminé avec cette idée de vivant, mais aussi qui est revenue en force parce qu'on a beaucoup d'essais et de réflexions philosophiques, notamment portées par Baptiste Morisot, qui a remis ce terme au goût du jour, en disant d'ailleurs, je préfère l'écrire sans le mettre avec une majuscule, on doit écrire vivant avec un petit V minuscule. Mais dans l'histoire, on a aussi parlé d'environnement, on a eu ce terme de biodiversité, qui n'était pas forcément un terme facile qui nous touche ou qui nous paraît plus concernant. Et je crois que voilà, on en fait partie, on fait partie d'un tout, on est vivant parmi les vivants. Et c'est parce qu'on va marteler ce mot qu'on va pouvoir aussi le rappeler. Alors après, il ne faudrait pas le dénaturer de son sens. On sait ce que c'est qu'un succès médiatique, d'une petite musique qui s'installe, et puis finalement, on va le mettre à toutes ses sauces. On pourrait avoir un espèce de vivant washing un jour, après le greenwashing, et tout le monde pourrait s'en emparer. Donc attention aussi à ces excès qui arrivent de temps à autre. Et puis le sauvage, moi, m'intéressait parce que l'origine du mot sauvage, c'est Silva, ça vient de la forêt. Et finalement, je crois que c'est dans la forêt qu'on retrouve les plus belles ressources aujourd'hui pour réfléchir à ça et voilà, comprendre en fait ce qu'on a à y apprendre. Et voilà, la forêt, on peut en parler, mais est pleine aussi de peur pour certains. On l'a beaucoup stigmatisée, alors que c'est là qu'on puise en fait beaucoup d'enseignements en la matière. C'est vrai que le vivant peut nous inspirer de la peur, tu as tout à fait raison. Hier, Alain Baraton disait que beaucoup de gens n'allaient pas en forêt pendant des années parce qu'il y avait cette peur, parce que la nuit peut faire sombre, parce qu'on n'est pas habitué. On est tellement déconnecté de ces espèces qui y vivent, les bruits. Et tu le dis très bien, peut-être tu peux nous en parler, parce que je pense que là, dans les expériences que tu as vécues pour te connecter au vivant et vivre des expériences, tu t'es retrouvé dans des situations où voilà, on n'est pas toujours confortable. En fait, oui, voilà. L'idée pour moi était de dire, on nous invite à nous relier au vivant, mais qu'est-ce que ça signifie ? Et donc, j'ai un peu décomposé. Ça serait quoi d'aller découvrir ce lien au vivant, au-delà de ce que je sais intellectuellement parlant sur l'extinction des espèces, des différents rapports que l'on peut avoir qui sont produits par les scientifiques. J'ai été chercher ce que les savants nous disent, mais pour toucher le sensible et essayer de faire ce pont-là. Et donc, du coup, dans la démarche journalistique, il y a eu tout ce travail de revue de littérature. Et puis ensuite, travail de terrain. Donc, des reportages, des interviews, mais j'ai aussi donné de ma personne, parce que c'est un récit à la première personne, et j'ai testé plein de choses. Et à un moment, je touche cette question des peurs. Et une de mes peurs, ça va, j'ai honte de le dire. Mais j'avais peur d'aller me balader toute seule en forêt. C'est idiot, en fait. Mais j'avais
peur de faire des mauvaises rencontres, et je dois l'avouer en toute humilité qu'à un moment, j'explique que forte de toutes les expériences que j'ai pu faire, je me lance, mais j'avais interrogé mon mari, une amie, en disant pourquoi, d'où vient cette peur? Elle est totalement irrationnelle. Et donc c'est là que j'ai été creusée dans les travaux de François Terrasson, qui est un des premiers à travailler sur cette peur de la nature et qui explique que dans nos représentations, dans quelque chose d'assez archaïque finalement, on a toujours représenté la forêt comme étant profonde, griffue, source de sa sorcellerie en fait. Il s'y passe des choses qu'on comprend pas trop, puis c'est un peu sale, ça nous dépasse. Et voilà, donc mon enquête m'a permis aussi de me défaire de tout ça, et ça c'était génial, et de comprendre en fait toute la richesse qu'il y avait derrière. Mais c'était surprenant quand même qu'à 40 ans je fasse ce chemin-là, et donc du coup les peurs elles peuvent être d'autres natures. Je vais notamment rencontrer Christine Rollard, qui est la grande spécialiste des araignées au Muséum national d'histoire naturelle, et qui m'a fait découvrir ce monde des araignées, alors qu'il y a plein de personnes sans doute ici arachnophobes, et que il y a beaucoup de choses à raconter aussi. Donc s'intéresser aux vivants qui nous entourent, que ce soit le végétal, l'animal, c'est aussi observer, comprendre, voir les interactions qu'on peut avoir autour de nous, et se rendre compte qu'on a beaucoup à la fois d'ignorance et de fantasmes, et qu'il est très important parfois dans ce miroir-là d'aller au-delà de ça. Et je crois que c'est très important finalement de méditer sur tout ça. Merci. Victor, j'aimerais bien que tu nous racontes comment la beauté de ce vivant est importante pour toi. Je pense que tu parles souvent aussi des temps que tu passes dans cette nature, des affûts que tu peux faire. Si tu peux nous raconter comment tu t'es connecté finalement à ce vivant et comment cette beauté te nourrit et est importante pour toi quasiment au quotidien. Ouais, alors en fait, depuis tout petit, j'observe un peu, et peut-être comme beaucoup d'enfants, je pense que beaucoup d'enfants ont cette tendance à observer, à aimer les animaux. Et puis à pas être encore enfermé dans un... Mais quand ils grandissent, comme on infantilise l'observation, alors soit on va la renvoyer à une affaire de spécialiste, oui c'est pour ceux qui connaissent, les spécialistes de la nature, soit c'est pour les enfants. Donc on ringardise ça. Moi j'ai eu la chance qu'on n'ait pas fait ça avec moi, et donc ça m'a permis d'entretenir cette passion, cet intérêt qui s'est transformé progressivement en passion, mais au départ c'était pas lié à la beauté. Au départ, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est la notion de l'immensité du monde vivant, de la diversité des espèces, l'idée que le monde est peuplé par autant de formes de vie différentes, d'individus. Et alors une fois, j'étais sur YouTube et j'entendais une conférence de Francis Allais justement, et vous parlez du sentiment océanique. C'est une espèce de sentiment bizarre, de fascination pour le vivant, puis d'unité aussi avec le reste du vivant. Et j'ai pu mettre un mot sur ce que j'avais ressenti. Je sais pas si on peut dire que j'ai jusqu'au sentiment océanique, mais j'ai eu un certain écho. En fait, j'ai un souvenir que quand j'étais tout petit, j'ai été au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et j'étais entourée par tous ces squelettes de dinosaures déjà qui m'impressionnaient beaucoup, et surtout on me racontait l'histoire de l'évolution. Et je me suis dit, en fait, cette histoire qu'on me raconte de l'évolution, c'est pas juste l'histoire de la nature, c'est aussi la mienne. J'en fais aussi partie de cette histoire de l'évolution. Et c'est un sentiment qui m'a pris, et peut-être depuis aussi ce moment-là, ça a été peut-être un moment aussi charnière dans ma passion aussi pour le vivant. Et à partir de là, le vivant a commencé à importer pour moi les espèces. J'ai commencé à m'y attacher. Et de là, j'ai commencé progressivement à trouver tout cela beau. Et maintenant, finalement, j'associe la beauté à ce qui vit, à ce qui est diversifié. Et en fait, globalement, c'est un peu ça. Je vais directement trouver beau ce qui... Et c'est un peu contradictoire. Le vivant, lui, depuis qu'il existe, globalement, il recherche un peu toujours la diversité, l'abondance, la complexité. D'une espèce émergent des sous-espèces émergent des espèces, et des liens secrets. Et nous, dans nos sociétés, on a plutôt tendance à trouver beau ce qui est rangé, ce qui est uniformisé. On va préférer des pelouses tendues. On va dire qu'un arbre mort, c'est sale. On va arracher systématiquement les herbes sur les trottoirs. Or, nous sommes nous-mêmes vivants, et le vivant recherche la diversité. Il y a comme un paradoxe. Et ce que moi, j'ai réussi à me dire, c'est non, il faut trouver beau ce qui vit, ce qui est diversifié.
par simple sens de l'esthétique, par exemple un jardin qui foisonne de vie, sans même pour savoir quelle espèce ça va servir, même si on ne sait pas pourquoi. Dans notre logiciel, on devrait trouver ça magnifique, un chemin droit, ça devrait nous horripiler. Il faudrait qu'il soit sinueux, qu'il aille à un moment donné vers la forêt, à un moment donné vers... Et voilà, et nous, malheureusement, dans notre société, on a cette tendance à trouver beau ce qui est uniformisé. On est en contresens de nous-mêmes parce que nous sommes nous-mêmes vivants et que le vivant recherche la diversité. Donc je pense que c'est une grande clé vers le changement. Pour notre changement culturel qui est à entreprendre, c'est de trouver beau ce qui vit, quoi, tout simplement. Pourquoi trouver beau ce qui ne vit pas, ce qui est presque stérile, quoi. C'est ça, c'est dramatique. Il a son micro, Francis. Et ça va rentrer au bout d'un moment. Merci, Victor. Forcément, Francis, j'allais te demander de nous parler du sentiment océanique. Attends, je voudrais donner d'abord mon avis sur ce que Bien sûr. vient de dire Victor. Je suis d'accord en gros, sauf sur une chose. Quand vous dites que tout ce qui est vivant est beau, là, je ne suis pas d'accord. Alors, me pencher sur la Ça peut beauté, faire peur aussi. comme je le fais maintenant, m'oblige à prendre en compte aussi la laideur. C'est l'un est l'inverse de l'autre, donc on ne peut pas étudier l'un sans l'autre. Alors, des animaux laids, moi j'en connais, mais vraiment affreux. Ils ne sont pas très connus. Tapez sur un clavier le mot de frine, P-H-R-Y-N-E, et vous allez me dire si c'est beau. Non, je connais pas. Bon, ça va. Vous voyez ce que c'est? Non, pas du tout, c'est quoi? Ben, il vaut mieux pas. Mais je pense que je trouverais ça quand même beau, parce que ça vit, il y a des bactéries quand même qui vivent dedans. Allez le voir d'abord. Ouais, mais je sais pas, même... Non, alors, du coup, connaissant pas mal d'animaux laids, je me suis demandé s'il existait des plantes laides. Moi, j'ai une question au public. Est-ce que quelqu'un pourrait me citer une plante laide? Pas une plante abîmée par des méthodes culturelles maladroites ou taillée en dépit du bon sens. Non, une plante en parfait état, mais qui serait laide. Vous en avez ou pas? Un if, c'est pas très beau. Pardon? Un if, c'est pas très beau. Un if, c'est pas très beau? Waouh! Elle se fout de moi. Ah non. Alors, je vais te montrer des ifs, des forêts d'ifs en Espagne, par exemple. Non, c'est un arbre magnifique. Il est un peu curieux. Alors, est-ce que vous avez une espèce végétale laide? Une plante carnivore. Une plante carnivore. Oui, c'est vrai que c'est pas très beau. C'est drôle parce que dans les collections végétales, ce qui intéresse le plus les gens, c'est les plantes qui ont des caractères animaux. Ceux qui poussent très très vite, ceux qui font du bruit, ou ceux qui mangent les petits insectes. Alors, c'est pas très beau, mais je peux pas dire que ça soit laid. Non, voilà, je suis à la recherche d'une plante laide. Une haie de tuya. Une haie de tuya. Ah non, mais là, elle est taillée. Ah oui, c'est vrai, ouais. Non, finalement, on arrive à les rendre affreuses. Dans les rues de Montpellier, après la taille des platanes, c'est horrible. Ouais. Mais c'est pas ça que je cherche, c'est des plantes en bonne santé. Bon, enfin bref. Alors, il y a un truc qui m'énerve. D'abord qu'on nous ait interdit, quand on était étudiant, d'admirer. Ça, je ne l'ai pas digéré encore. Et puis, pas mal de gens me disent, la beauté, c'est subjectif. Donc, on ne peut pas en parler parce que moi, je trouve ça beau, vous trouvez ça laid. Ben voilà, on ne peut pas se convaincre. Alors, j'ai réfléchi à ça et je vous propose une solution. Ce qui est subjectif, c'est la beauté faite par l'être humain, c'est-à-dire l'art, l'architecture, l'urbanisme, tout ce que nous faisons nous. Alors ça, c'est vrai que ça me paraît subjectif. Il y a un tableau que je trouve beau et d'autres le trouvent moche et on ne peut pas se convaincre et voilà, on a tous raison. Par contre, la beauté de la nature, un peu plus large que la beauté du vivant. La beauté de la nature, ça ne me paraît pas subjectif. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui, en face d'un beau coucher de soleil, dirait « Oh non, c'est moche ». Bon, il y a toujours quelques esprits chagrins qui font dire ça. Ou alors, devant une magnifique fleur d'orchidée
en forêt amazonienne, est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh non, je n'aime pas, c'est laid », voilà. Non, je ne crois pas. Je crois que la beauté naturelle, et notamment la beauté du vivant, elle fait l'unanimité. Bon, enfin, c'est comme ça que je vois ça, et je n'ai pas jusqu'à présent eu de grosses contradictions. Par contre, si on intègre l'esthétique dans l'histoire de la vie, il va falloir trouver ce qu'elle signifie. Pourquoi les êtres vivants sont-ils beaux? Ça, c'est un gros problème. François Cheng, ça vous dit quelque chose? Si, il a fait un livre sur la beauté, et ses réflexions sur la beauté de François Cheng, et il ne le dit pas haut et fort, mais il dit à la fin, on n'a jamais expliqué ce qu'était la beauté et à quoi elle servait. Donc voilà, ça me motive beaucoup. Alors, je vais vous raconter mon hypothèse. Bon, c'est un peu de la biologie. Vous partez d'un clade ou d'un phylum, c'est-à-dire un groupe vivant, animal ou végétal, qui démarre petit et qui, avec l'évolution, grandit. Et puis, si tout va bien, ça va jusqu'à l'époque actuelle. Voilà. Bon, et ben, j'ai passé en revue une série de clades comme ça. Et mon hypothèse, c'est qu'à la base, les formes archaïques, primitives, elles sont super intéressantes, mais elles sont moches. C'est vrai ça? Je suis assez d'accord. Enfin, voilà. Alors, laissons l'évolution progresser, ça devient mieux, et laissons-la aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'époque actuelle, et là, il y a des choses magnifiques. Donc, pour moi, la beauté, c'est la marque de ce que l'évolution a fait parfaitement son travail. D'ailleurs, dans les objets que fabriquent les gens, si c'est beau, c'est que ça marche bien. Attendez, j'ai un exemple très personnel. Moi, je fais beaucoup de voiliers. Je suis prêt à monter sur un voilier. Mais si tu montres un voilier moche, je ne monte pas dessus. Un beau voilier, c'est quand tu veux. Non, à bon entendeur, si vous voulez inviter Francis sur votre voilier, je vous préviens, c'est pas sûr qu'il monte. Mais attends, je prends un exemple d'un truc qui ne marche bien que s'il est beau. Je dirais la même chose d'une bagnole ou d'un avion. Hein. Et si c'est réussi, ça veut dire que le constructeur a fait subir à son ouvrage tout un tas de tests et ça a été réussi à chaque coup. Et ben le résultat est beau. Voilà. Donc pour moi, la beauté, c'est un marqueur de l'évolution et je vais proposer à mes collègues d'inclure l'esthétique dans le raisonnement évolutif et à la place qui est bonne, la place qui est la sienne. Voilà, je travaille là-dessus pour l'instant. Anne-Sophie, tu as envie de réagir? En fait, moi, dans l'enquête que j'ai menée, j'ai rencontré une journaliste qui s'appelle Alexandrine Rivard et qui fait beaucoup de livres pour les enfants et qui s'est notamment intéressée à ces espèces qu'on n'aime pas parce que justement, on projette chez elle l'idée que ce ne sont pas ce qu'elle appelle, elle, les animaux kawaii, les mignons, quoi, les dauphins, les éléphants, ces espèces vers lesquelles on va se tourner facilement parce qu'on les aime, quoi qu'il arrive, elles ont dans nos représentations, dans nos imaginaires, une image de toute façon favorable, qu'on qualifierait peut-être de belle, peut-être d'une certaine manière. Et à côté de ça, il y a d'autres animaux, du requin au rat top nu, au rat tout court, ou à d'autres espèces qu'on considère comme étant nuisibles, qu'on ne va pas aimer, qu'on ne va pas considérer, et du coup qu'on va négliger et pas du tout respecter. Et du coup, j'aimerais juste rebondir là-dessus, sur cette façon qu'on a parfois de stigmatiser le vivant, de ne pas s'y intéresser, parce que de fait, on aurait mis des catégories de beau, pas beau, alors que voilà. Et derrière se pose une autre question, qui est celle de l'utilité. Voilà. C'est une question qui revient souvent de manière naïve, mais à quoi ça sert ça en fait? Et en fait, le vivant vit, et il faut l'apprécier pour ce qu'il est, sans chercher à ce qu'il y ait forcément une utilité. Et changer notre regard sur le vivant, c'est aussi considérer qu'il n'y a pas forcément d'utilité à avoir. Juste, on fait partie d'un système, d'un écosystème, d'un équilibre évolutif. L'évolution, c'est cette histoire-là, en fait, elle s'est toujours adaptée. C'est un logiciel de milliards d'années d'évolution. Et nous, on est l'erreur système un peu dans tout ça. Mais voilà, on dérange ça, mais j'ai une foi
immensément profonde dans l'intelligence du vivant pour s'adapter aussi. Et cette enquête, je devrais peut-être pas le dire, mais m'a fait comprendre que si notre espèce humaine est amenée à disparaître, le vivant nous survivra. Et en fait, comme le dit Pacalé, l'humanité disparaîtra. Bon débarras d'une certaine manière. C'est pas ce que je souhaite voir advenir, mais quand je vois les comportements qu'on a, je peux pas m'empêcher d'accepter que c'est peut-être une perspective à intégrer, et que dans l'histoire de l'évolution, c'est peut-être juste normal qu'on soit là et qu'on disparaisse et que ça nous survive par la suite. Merci, tu fais très bien le lien avec le livre de Victor sur les chemins du vivant, sur lequel, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'on allait d'espace en espace où l'homme ne considère pas la beauté du vivant et détruit son espace. Peut-être tu peux témoigner. Moi, je sais que la partie sur Amazon, comme je te l'ai dit, m'a énormément marquée, puisque j'ai pleuré 2 fois en le lisant. Mais voilà, je trouve que dans ton livre, on va de ces espaces modifiés autour de chez toi, et à travers ça, on comprend comment l'humain ne prend pas en considération cette beauté du vivant. Ouais. Alors, juste avant, j'aimerais rebondir sur quelque chose, sur la notion d'utilitarisme, de toujours trouver une utilité qui légitimerait la protection. Une fois, j'étais dans un café, comme ça, sur une terrasse, et les gens à côté avaient renversé un verre de sirop. Et donc, il y avait une guêpe qui venait forcément, quoi. Et alors, il y avait 2 ou 3 personnes, je ne sais plus, sur cette table, dont une qui voulait tuer la guêpe parce que elle avait peur de se faire piquer, etc. Et l'autre personne pensait que la guêpe était une abeille. Et donc il dit non, il faut pas tuer l'abeille parce qu'il y a des ruches à côté, je connais le gars qui a les ruches, c'est très important les abeilles, ça fait du miel, etc. Donc en gros le gars a dit ah bah oui, bah du coup je vais pas tuer l'abeille, c'est très bien une abeille, ça nous sert à nous. Ça y est, le gars il a les ruches et tout. Alors la guêpe a survécu. Parce que les gens pensaient que c'était une guêpe. Pourtant, ça n'a rien changé. Ils ont cohabité sans le savoir. Ça montre que finalement, la cohabitation, c'est qu'une question culturelle, finalement. Voilà, c'était juste pour rebondir sur l'utilitarisme. Il en parle beaucoup dans son livre, justement, puisque tu dis que, dans ton livre, à un moment donné, tu dis que finalement, ça demande un effort que d'apprécier le vivant, puisqu'en fait, culturellement, on n'est pas accompagné comme ça. Ouais, mais c'est le changement est avant tout culturel. De toute façon, on peut pas mettre en place une autre société, un autre fonctionnement sur ces bases-là. Parce que même, on le voit même des fois dans l'écologie actuelle, le rapport au vivant est biaisé. On parle de la notion d'utilitarisme, mais même dans le milieu écolo, elle est encore présente, cette vision. C'est une forêt, c'est notre poumon. Alors oui, c'est vrai, c'est notre poumon. Enfin, encore, je sais pas si on peut trop dire ça, parce que c'est beaucoup les océans aussi. D'accord, mais une forêt, elle l'importe aussi pour elle-même. Et donc, ouais, le travail est avant tout culturel. Et donc ouais, dans mon livre, je circule dans mon environnement familier, non seulement pour inviter à observer, à nous ouvrir à autre chose que seulement l'humain, parce que je pense qu'une des clés aussi de ce changement, de cette transformation, c'est aussi le fait de montrer aux gens ce qui les entoure, de montrer qu'ils ne sont pas seuls à habiter le monde. Et l'observation, c'est pas juste une fin, c'est une invitation. On pourrait appeler ça la politisation de la contemplation. C'est-à-dire, je m'émerveille du vivant qui m'entoure, je prends conscience de l'existence des espèces, de leurs besoins, je rejette une vision du monde qui les oublie, je me bats contre un système qui les détruit. Et voilà en quoi l'observation peut nous mener. Et donc j'invite d'une part à observer et à questionner un peu notre culture et notre rapport au vivant avec des exemples qui peuvent paraître anodins, dérisoires, mais qui reflètent un rapport plus profond au vivant. Je parle par exemple des plantes sur les trottoirs, dans le sens que si on les arrache, c'est qu'on n'a pas décidé de leur présence. Ah, ça nous embête un peu parce qu'on veut toujours tout contrôler. Et ça ne s'arrête pas au trottoir, ça s'étend à la société tout entière, de notre rapport à tout ce qui est autre, même notre rapport avec notre homologue humain. Et par exemple, je passe près d'un étang et puis je parle d'une fête du village qui est organisée dans la période où les jeunes crapauds communs, quand les jeunes crapauds communs sortent du milieu aquatique, ils ont la taille d'une bille et il y en a des centaines comme ça qui passent en même temps. Et la fête avait été organisée les jours où les amphibiens passaient, donc ils se faisaient tous écraser par la foule, et puis le soir il y a eu des feux d'artifice en plein dans la forêt alors qu'on aurait pu faire ça ailleurs. Et c'est pour montrer qu'on occupe l'espace comme si on était seul.
sans prendre en compte les autres espèces. Alors on peut dire quelques crapauds écrasés, on s'en fout, quoi. Mais enfin, je veux dire, ça illustre notre rapport aux choses. Comme s'il n'y avait que nous qui comptait. En gros, c'est notre système de valeurs qui est problématique. Dans notre système de valeurs, tout ce qui n'est pas rattaché plus ou moins directement à l'humain, il prend une part infime. Donc, et en fait, la façon de percevoir le monde, la façon dont on se représente le monde, apparaît de façon biaisée, parce qu'on en a amputé toute une part du vivant. Et à partir du moment où maintenant on sort un peu de ce renfermement sur nous-mêmes, qu'on regarde ce qui nous entoure, qu'on ne considère pas, par exemple, la forêt uniquement comme un décor, mais comme un écosystème complexe qu'on essaye de comprendre, on a soudainement l'impression de vivre dans un monde plus vaste, plus grand, plus riche, plus complexe, et ça nous apporte aussi beaucoup de choses. Enfin, c'est incroyable, c'est merveilleux. Et donc notre vision même du monde est changée. Et c'est pour ça que souvent on se dit quels sont les leviers pour entreprendre ce changement. Et alors souvent on nous dit il faut comprendre que telle espèce va disparaître et que comme cette espèce va disparaître, nous aussi on va être impactés. Mais si d'accord, les chiffres, tout ça, de comprendre que on voit bien que ça n'a pas marché, le fait de dire que en détruisant le vivant, on se détruit nous-mêmes. Je pense que ce qui peut réellement marcher, c'est qu'on entretienne un attachement aux espèces, qu'on en soit vraiment attaché. Et moi, personnellement, c'est cet attachement qui m'a poussé à le défendre. Donc peut-être essayer ça, essayer le fait que les gens soient attachés à ce qui les entoure. Et envie de le défendre. Je le passe à qui le micro maintenant ? Et tu le gardes. Moi j'ai très envie, Francis, que tu nous parles quand même de la beauté de la forêt. Alors on a les forêts primaires ou les forêts secondaires. On va peut-être parler de celles qui pour toi sont belles. Toi qui as passé tant d'années dans ces forêts. Il y en a 3 à considérer. Je vais me débarrasser tout de suite de la plus moche. Et pas une forêt, mais une plantation d'arbres. On en a de plus en plus en France. Et ça me fait marrer parce que quand on nous dit que la forêt progresse en France, eh bien, c'est pas vrai. Elle diminue. Mais ce qui progresse, c'est les plantations. Et il arrive qu'on coupe les forêts naturelles pour mettre des plantations. Plantations de sapins de Douglas, etc. Les pins Douglas. C'est les plus moches et c'est là qu'il y a le moins de diversité biologique. Il n'y a presque pas d'oiseaux. Enfin bon, bref. Ça, c'est pas des forêts, c'est des plantations. C'est un système agronomique. Alors, il y a les forêts secondaires qui ont été exploitées, qui peuvent nous plaire. Et moi, j'en connais que j'aime beaucoup. Et puis, il y a les forêts primaires. Donc, ça se joue entre forêt primaire et forêt secondaire. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste. C'est ça qui est étonnant. Si je te dis qu'il y a une grande différence de biodiversité ou qu'il y a des questions d'ions minéraux dans le sol qui sont dans une de ces forêts et pas dans l'autre, d'abord, ça ne se voit pas. Et puis le démontrer, ça va être des mois et des mois de statistiques et de recherches. Bon. L'avantage de la beauté, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste. On rentre dans la forêt, on se dit, mais jamais j'aurais cru qu'une forêt pouvait être aussi belle. Ça, pour moi, c'est le souvenir des forêts primaires des tropiques, mais plus près de chez nous, c'est le souvenir de ma visite à Białowieża, à l'époque en Pologne, près de la Biélorussie, à l'époque où ça se tenait très très bien. Maintenant malheureusement, c'est en moins bon état. Mais voilà, une forêt primaire, pour moi, d'abord, c'est une magnifique forêt. Attendez, je ne suis pas le seul à dire ça parce que j'ai un collègue forestier américain qui s'appelle James Balog et il dit « La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout. » C'est moins beau. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est ça que signifie la beauté. Ce n'est pas la beauté des êtres vivants pris individuellement, c'est une beauté collective, ça. Et je dirais la même chose d'un récif, un récif corallien couvert de poissons magnifiques. Eh bien ça, c'est de toute beauté. Malheureusement, en ce moment, il souffre pas mal parce que la mer se réchauffe et donc les coraux sont moins beaux qu'avant. Voilà. Anne-Sophie, je sens que tu... Non, je suis très inspirée par ce qui est dit ici.
j'ai envie de rebondir sur ce que disait Victor, sur la politisation de la contemplation, parce que je pense que c'est très juste et que arriver à politiser ce qu'on apprend de la contemplation, ça veut dire qu'il faut aussi réapprendre à contempler et à aimer, en fait, tout simplement, à apprécier. Et dans l'enquête sauvage, ce que je fais, c'est une entrée par les sens. Et du coup, j'ai déjà appris, moi, à écouter. En fait, je me suis rendu compte qu'on ne savait plus écouter et que lors de mes premières expériences terrain avec des photographes animaliers, des naturalistes, des éducateurs nature, j'étais toujours en train de parler. Je ne savais pas me taire pour juste me fondre un peu dans cet environnement. Et du coup, il y a tout un travail à faire sur l'écoute et à se rendre compte que le bruit de la civilisation est tellement fort qu'on a oublié d'entendre ce qui se passe ailleurs et que du coup, l'extinction des espèces se fait dans un silence monstrueux et que le bruit, en plus de nos activités humaines, ont des impacts sur l'environnement. Et ça, c'est documenté scientifiquement et qu'on est en train de... Alors, le confinement a permis de réécouter ça un petit peu, de réentendre. Mais voilà. Et donc, la beauté passe aussi déjà par un moment d'écoute. Et puis après, il y a cette histoire d'observation. Donc de réapprendre à voir. Et j'ai été très touchée parce que sur cette histoire d'observation, j'ai échangé avec des passionnés du SPIPOL. Alors je ne sais pas si certains connaissent ici le SPIPOL, qui fait partie du programme Viginature du Muséum national d'histoire naturelle, mais il propose de participer à un programme d'observation des insectes. Et ils ont créé une communauté en quelques années. Alors au départ, quand ils ont mis en place ce programme, ils n'auraient pas parié dessus. Ils se sont dit, mais qui va passer du temps à observer des buissons pendant 20 minutes, à prendre plein de photos, puis après à télécharger les photos. Et en fait, j'ai rencontré des femmes dont la vie, et des hommes dont la vie a été totalement bouleversée. Des gens qui faisaient beaucoup de randonnées, mais à force de s'arrêter sur chaque buisson, le groupe de randonnée leur en voulait. Donc ils ont quitté leur club de randonnée. Ils profitent de chaque pause déjeuner au travail pour aller en ville photographier les buissons. Ils choisissent leurs vacances en fonction des lieux qui n'ont pas encore été assez documentés. Et ils me disent, cette observation, ce travail, cet effort qui au départ était fait pour nourrir la science, en fait, nous a révélé à nous-mêmes tout un monde méconnu et un plaisir inouï à observer ça. Et, voilà. Et donc j'ai collecté comme ça ces témoignages, et il y en a plein d'autres, mais voilà, cette nécessité de revoir et d'apprendre pas forcément à connaître scientifiquement le nom de ce qu'on observe, mais surtout à apprécier l'équilibre. Moi, je sais que j'ai pu être subjuguée par les volts faites par la passiflore sur ma terrasse, en me demandant pourquoi ça tournait, ça s'accrochait de cette manière-là, et pourquoi pas dans l'autre sens. Et en faisant des recherches sur ce comportement-là, je me suis dit, tiens, en fait, Darwin était un des premiers à documenter ce comportement des plantes, et je suis subjuguée maintenant de voir comment elles peuvent s'accrocher, de pousser si vite, et voilà, des choses auxquelles je ne faisais pas forcément attention. Et j'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne scientifiquement, mais juste d'apprécier ça et de le soigner et de prendre soin au quotidien, ça se met tout de suite dans une façon différente de l'apprécier et d'habiter le monde. Et donc, voilà, on peut aimer des petites choses, comme voilà, on n'a pas besoin forcément d'aller dans la grande wilderness américaine ou à l'autre bout du monde. Ça peut être aussi juste au bout du jardin qui se passe ce genre de choses toutes simples. Et en ville, il y a aussi plein de choses. Je pense que les plantes dont parle Victor qui poussent entre les interstices d'un trottoir, voilà, Éric Lenoir qui a écrit sur les jardins punk, on parle énormément aussi. Et ça montre juste qu'on est entouré de puissances qui savent s'adapter, et que cette beauté-là a beaucoup à nous apprendre en fait sur notre propre fonctionnement et désir de maîtrise et de contrôle. Et la vraie question finalement, c'est comment inciter et donner envie à nos concitoyens d'être sensibles à cette beauté, en fait, de quitter notre quotidien très autocentré et d'être capable de développer cet attachement, ce lien dont tu parlais tout à l'heure. Comment arriver à donner envie, parce que finalement, quand on a envie, et puis après c'est des petits pas, on rejoint un programme de sciences participatives, on est beaucoup plus attentif, on recherche cette nature parce qu'elle nous nourrit, plus que d'aller faire du shopping entre midi et 2, ou plus que d'acheter sur Internet.
Je ne sais pas, il y a plein de choses à faire. La première fois que j'ai rencontré Francis, il y a 2-3 ans, j'ai expliqué que j'avais une de mes voisines qui n'aimait pas les arbres et que j'avais été très perturbée par ça, et que j'habite à la campagne, mais que j'ai des voisins qui ne supportent pas de voir les herbes folles ou une pelouse qui n'est pas excessivement bien propre. Et je me suis dit, c'est quoi être propre? Est-ce que c'est vraiment sale quand ça pousse et que ça permet aux vivants d'exister? Mais sur cette notion de politisation de la contemplation, ça veut dire qu'une fois qu'on a ressenti alors, ça passe par la beauté ou ça passe par d'autres choses, mais une fois qu'on a compris, j'ai envie de dire profondément, intimement ce que ça signifie, je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de s'engager. Et ça, c'est pour ça que dans mon bouquin, j'essaye justement d'expliquer ce que l'on peut faire et toutes les voies que certains vont choisir. Donc ça va être juridiquement d'aller s'engager pour défendre la notion d'écocide, comme le fait très bien Marine Calmet, Valérie Cabanès par exemple, à défendre ça un peu partout. Ça peut être faire des zones à défendre. Et en France, il y a plein de collectifs citoyens qui vont lutter contre les entrepôts Amazon et consorts, qui vont lutter contre la destruction des zones humides. Et on n'a pas forcément besoin d'être un écolo convaincu de longue date, juste constater qu'à côté de chez soi, il se passe des choses qui sont anormales. On peut s'engager dans différents mouvements associatifs, on peut faire de l'éducation nature, on peut faire une forest school. Il y a plein de voies pour politiser son action et faire rempart, en fait, et donc défendre ce qu'on est en train de perdre. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, dans les médias, on parle énormément du climat, la planification énergétique dont le gouvernement nous parle beaucoup. Ok, c'est important, mais elle est souvent faite au détriment de la considération du vivant. Moi, dans ma commune, le maire, il coupe les haies de tuyas pour mettre des abris vélos. On coupe tout, les promoteurs, il y en a 10 dans ma commune qui ont pignon sur rue et on ne cesse d'aller mettre des lotissements partout. C'est un sujet très délicat. L'artificialisation des sols, pour moi, c'est un énorme combat et il y a plein de choses à faire à ce niveau-là, dans la rénovation de ce qui existe, plutôt que d'aller encore artificialiser, bétonner, etc. Donc il y a un mouvement qui est en train de naître par rapport à ça. Dans certaines villes, on enlève le bitume et on replante, mais il faut que ça soit installé plus profondément dans nos politiques publiques. Et hélas, la majorité des élus ne font pas attention à ça. Quand on parle du vivant, ils voient les petits oiseaux, le truc. C'est pas important. C'est pas un sujet sérieux ou je sais pas. C'est encore trop pris à la légère. Et il faut vraiment qu'on monte en puissance là-dessus et qu'on continue d'alerter et considérer qu'en fait, ce logiciel de milliards d'années que représente le vivant et la nature, en fait, est la première solution qu'on a sous la main, la plus immédiate pour répondre aux défis climatiques aujourd'hui. Sur aussi le moyen, je pense qu'il n'y a pas forcément de règles, il faut tout essayer. Et d'ailleurs, on voit souvent que des fois, les militants entre eux, il y a un peu la guerre de la stratégie, de la rhétorique, etc. Mais en fait, je pense qu'il faut tout essayer. Et peut-être que aussi une grande clé, c'est peut-être aussi la reconnaissance sociale. Parce qu'on fonctionne aussi comme ça. Et l'idée, ça serait peut-être de rendre cool, entre guillemets, le fait d'aller voir les oiseaux et ringard d'utiliser de la destruction finalement et des choses qui peuvent être présentes dans notre société qui sont actuellement mises en valeur et qui n'ont plus lieu d'être. Alors comment faire pour arriver à ce point un peu de bascule où ça devient quelque chose de culturel et tout le monde a envie de prendre part parce que c'est quelque chose qui est prêt, on devient cool en faisant ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai l'impression que ça fonctionne. On est des primates. Voilà. Et peut-être c'est, je pense, les récits, c'est-à-dire on fonctionne comme ça. On est des êtres de culture, donc de raconter autre chose. J'étais tombée sur une phrase qui disait l'humanité ne passe à l'acte que quand elle est habitée par ce qui n'existe pas. Alors je ne sais pas si c'est entièrement vrai, mais je pense que c'est quand même un grand levier. Il faut qu'on raconte une autre société, qu'on raconte un autre rapport au vivant, qu'on raconte une autre agriculture, créer des attentes, mais aussi tout simplement qu'on raconte l'histoire des martinets qui se posent jamais, l'histoire des mycorhizes, l'histoire de la migration des grues. Je pense que ça va passer aussi par là. Et dès le plus jeune âge, d'arriver à créer des nouveaux récits et d'en abandonner certains. Moi, je connais quelqu'un, son enfant, elle fait super attention à ce qu'elle va lui...
par exemple, elle va pas lui raconter l'histoire du grand méchant loup qui mange les enfants. Elle va pas par exemple, lui offrir des jouets qui représentent des zoos où tous les animaux sont enfermés, il n'y a pas d'écosystème. Et en fait, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on joue un peu sur notre façon de voir le monde, et donc on doit tout utiliser pour diffuser ces récits, et aussi peut-être voir un peu les autres récits, du moins les autres visions du monde existantes chez d'autres communautés autochtones, par exemple. On a aussi des choses à apprendre de ce point de vue-là, quoi. Mais je pense que c'est grâce aussi à la reconnaissance sociale qu'on va pouvoir... Et puis, et c'est là qu'on voit que finalement, quand on disait la politisation de la contemplation, c'est là qu'on voit que ce fait de faire expérience du vivant et qui nous amène à quelque chose d'autre, cette expérience du vivant, ça doit être une nécessité collective. Si on fait croire et si on attend un changement purement individuel, et si on pense que le changement va venir que de l'individu, on se met le doigt dans l'œil, on n'avancera jamais. Or, c'est un peu des fois ce qu'on essaye de nous faire croire. Et donc non, c'est quelque chose de collectif. Non seulement on doit collectivement essayer de construire un autre rapport au vivant, mais on doit collectivement rentrer aussi dans la lutte non seulement contre une vision anthropocentrée, mais aussi contre un système économique capitaliste qui est le nôtre. Et tant qu'on sera dans... Alors c'est pas le... Enfin, je veux dire, souvent on résume le problème actuel uniquement au capitalisme. Alors non, parce qu'on peut très bien tout détruire sans être capitaliste, mais le capitalisme est, je pense, l'aboutissement de cette vision, peut-être, de cette vision du monde, et où finalement, tant qu'on sera dans cette logique, on considérera tout comme un puits de ressources sans fin, et comme tout n'ayant qu'une valeur marchande. Et donc, ouais, le combat est collectif, et croire que c'est l'individu... Le geste du colibri, c'est bien, mais c'est un peu une illusion, je pense. On doit collectivement rentrer dans la bataille. Qu'est-ce que ça t'inspire, Francis, ces jeunes engagés pour défendre le vivant qu'on aime? Ça me rassure. Plutôt que tes copains biologistes qui ne veulent pas parler de la beauté du vivant. Et quelques éclairages nouveaux à apporter sur la beauté du vivant. Bien sûr. D'abord, le sentiment océanique. C'est très important, c'est très mal connu. Il y a pas mal d'entre nous qui l'ont vécu, mais comme chacun pense que c'est une expérience personnelle incommunicable, chacun le garde pour soi. Par chance, il y a quelques écrivains qui l'ont mis par écrit, et ça me permet de savoir qu'ils l'ont eu. Je pense notamment à George Sand, mais pas seulement, il y en a une douzaine. Alors, vous êtes en forêt. C'est généralement en forêt, ou en tout cas à proximité des arbres. Tout va bien, c'est calme, l'ambiance est bonne, et tout d'un coup, vous êtes pris par un espèce de basculement de tout le cerveau, et la frontière entre vous-même et la forêt disparaît. Vous faites partie de la forêt, vous faites partie de la biodiversité, et c'est tout à fait évident. Il n'y a plus aucun doute là-dessus, j'en fais partie. Ça m'emplit d'un bonheur profond. Et c'est venu brutalement, on aimerait que ça dure, manque de bol, ça disparaît brutalement. Et si on savait Oui, c'est un peu comme ça. Et ça laisse des souvenirs que, enfin, moi, je ne l'oublierai jamais, ça. Et les rares sont quelques auteurs talentueux qui ont réussi à décrire ça. On voit que c'était les mêmes symptômes, et c'est un bonheur absolu et inoubliable. C'est ça le sentiment océanique. Et donc, pour moi, c'est dans les très belles forêts qu'on a ça. C'est un espèce de marqueur de l'esthétique forestière. Un autre éclairage moins connu, c'est qu'il ne faut pas abuser de la beauté. Ça peut être dangereux. Tu connais le syndrome de Stendhal? Stendhal, passionné d'Italie, il visite Florence. Il était jeune, 28 ans encore. Et à Florence, il voit tellement de beauté que tout d'un coup, il ne peut plus. Il peut plus. Ça le rend malade, réellement. Il est obligé de sortir et quasiment il tombe dans les pommes. Un excès de beauté toute la journée.
D'ailleurs, il n'est pas le seul. À Florence, les hôpitaux, me dit-on, sont habitués à chaque saison touristique à récupérer des touristes qui ont trop vu de beauté, qu'il faut soigner. Voilà. Et alors... Est-ce que ça peut nous arriver avec le vivant ? J'ai pas l'impression, non. J'ai jamais eu. Ah, alors attends. Peut-être. Quand je vois les coupeurs de bois dans les tropiques qui ravagent des forêts primaires tropicales, je me dis qu'il y a certainement l'avidité du gain, ça c'est clair. Mais je me demande s'il n'y a pas non plus une espèce de colère contre quelque chose qui les dépasse totalement et qu'ils ne comprennent pas. J'ai souvent eu cette impression-là en les voyant travailler. Casser quelque chose qui est trop, voilà, trop beau, trop grand, trop compliqué, trop incompréhensible. Et en plus, ça me rapporte du fric. Donc j'y vais. Voilà. C'est pas très gai, hein. J'aurais bien aimé que tu nous parles, avant qu'on passe le micro à la salle, de la beauté visible et de la beauté invisible. Tu en parles dans ton livre. Il y a des arbres, je vais te citer si tu veux. C'est Zurcher, ça. Comment ? C'est Zurcher. Oui, et Ernst, mais tu en parles aussi. Tu parles de notamment les plantes qui sont riches en beauté invisible. À la fin de ton livre sur le manifeste, je pense que tu parles à un moment donné, quand on coupe un arbre ou quand on coupe un végétal, on s'aperçoit aussi de la richesse et de la beauté de ce végétal. Oui, je comprends. Ça y est, pardon. Il y a la beauté qu'on peut voir directement parce que c'est extérieur à la plante. Et je suis très surpris quand je récolte des lianes tropicales, par exemple, un petit coup de machette, et dedans, c'est d'une toute beauté. C'est violet avec des rayons jaunes. Et je me dis, c'est incroyable, une beauté exceptionnelle qui n'est pas faite pour être vue. Ça m'étonne beaucoup, mais ça va dans le sens de mon hypothèse. C'est beau parce que ça accomplit tout le chemin évolutif qui est arrivé jusque-là, et donc ça fonctionne parfaitement bien. Ça m'arrive de couper des lianes. Rassure-toi, ça ne les détruit pas. Parce que une liane comme ça, à mon niveau, je la coupe. Bon, il y a le bas qui va rejeter très très vite et donner une autre liane qui va grimper dans la canopée. Et puis il y a le haut qui a l'air un peu idiot, suspendu comme ça. Et quand je repasse un mois après, il y a des grandes racines qui ont atteint le sol. J'avais une liane, j'en ai deux. Merci à tous les trois. Je propose qu'on prenne vos questions, si vous en avez, ou des témoignages autour de cette notion de la beauté du vivant. Pas cassé. Oui, pas tant un témoignage qu'une réaction avec au paradoxe finalement que semble être la beauté, d'après ce que vous pouvez dire. La beauté, c'est quelque chose de culturel, puisque ça s'apprend et ça s'échange. Puis en même temps, ça vient d'un émerveillement originel, du sentiment océanique. Et je me demandais si on pourrait dire que la beauté, c'est de l'émerveillement partagé, ce qui porterait les deux bouts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord pour la déclarer culturelle. Est-ce que vous parleriez de culture chez les animaux ? Darwin a beaucoup étudié ça. Chez les animaux, surtout chez les oiseaux, il arrive qu'au moment de la sexualité, le mâle développe des ornements absolument magnifiques. Et la femelle y est sensible. Et donc, c'est un moyen, tout simplement, pour ces oiseaux de s'accoupler sans problème. Et c'est de la beauté. Et clairement, l'autre sexe est sensible à la beauté. D'ailleurs, c'était un drame pour Darwin, parce que... Attendez, il faut que je vous raconte ça. Darwin, il pensait que les variations, concernant les êtres vivants, elles étaient gardées, sélectionnées, dans la mesure où ça rendait service à l'être vivant. Et cette histoire de beauté du pan, l'oiseau, enfin,
Vous voyez comment il est, avec une roue magnifique comme ça. Et alors, ça attire la femelle, mais c'est très nuisible au mâle, parce que le mâle qui est si beau, il ne peut pas s'envoler. Donc il est à la portée des prédateurs. Ça a tellement troublé le pauvre Darwin qu'il a dit à ses collègues, il suffit que je voie un paon pour me sentir malade. Bon, alors il a dû modifier sa théorie. Il y avait des événements nouveaux, des structures nouvelles qui pouvaient être sélectionnées, mais qui étaient nuisibles pour celui qui la porte. C'est ce qu'il appelle la sélection sexuelle. Parce que c'est nuisible pour le paon mâle, mais c'est favorable pour l'espèce, puisque ça favorise le rapprochement des sexes et donc l'extension de l'espèce. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit culturel, la beauté chez les animaux. Il y a tout de même une culture, on peut quand même parler de culture chez les animaux. On le voit par exemple chez des primates où c'est quand même... Non, il y a sûrement des trucs comme ça. Parler de culture. Je préférerais ne pas prendre parti là-dessus parce que je suis spécialiste de plantes. Okay. Les animaux, je les aime bien. Ils me font légèrement rigoler. Je ne les prends pas vraiment au sérieux. Alors, est-ce qu'il y a de la culture chez les animaux? Je te laisse le soin de... D'autres questions? Pas d'autres questions. Oui, Monsieur Allais, où sont les belles forêts françaises? Vous qui êtes spécialiste des forêts, mais surtout des forêts tropicales, en France, où sont nos belles forêts, selon vous? Ah, oui, je comprends la question. Alors, je vous signalerai Tronchet, dans l'Allier. La futaie de Colbert, c'est plutôt des très, très beaux arbres, des chênes qui ont été élevés avec soin depuis leur plus tendre enfance. Si vous voulez voir des futaies de chênes, il faut aller voir la futaie de Colbert en forêt de Tronchet. Bon. Il y a la forêt de Brocéliande, mais moi j'en attendais beaucoup. Peut-être que je n'ai pas eu de chance. Je l'ai trouvée moche. Franchement. Alors, il y en a une j'ai trouvé plus récemment et qui est admirable. C'est ce qu'on appelle la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, au-dessus de Banyuls. Et ça, vous connaissez? Je connais la première dans l'Allier, mais je ne suis pas allée à la troisième. Bon, il y a 3 ou 4 forêts. Il y a la Sainte-Baume au-dessus de Marseille. Les Marseillais, ils me disent c'est primaire. Mais non, c'est pas primaire. Enfin, ils sont très déçus, ils me détestent parce que je leur ai dit que la Massane n'était pas primaire. Mais bon. Alors, il y a effectivement en France des très belles forêts. Il y a en Ardèche, sur les montagnes d'Ardèche, il y a des forêts admirables. Et rien de primaire dans tout ça, tout simplement parce qu'il n'y a pas la faune. Attention, moi j'ai une définition ambitieuse de la forêt, je tiens à ça, flore et faune. S'il n'y a pas la faune, c'est une moitié de forêt. Voilà, en tout cas, il y en a des très belles en effet. Je ne mettrai peut-être pas Fontainebleau dont on parlait, parce que Fontainebleau, c'est très joli et très amusant. Moi, je suis né là, alors je peux en parler. C'est très joli parce qu'il y a des éboulis de cailloux et de grès. C'est très pittoresque. Mais les pauvres petits arbres de la forêt de Fontainebleau, ils ne font pas le poids. Oui, ça c'est vrai. En Moselle, ouais, il y a des... Alors, chez moi, j'ai la chance de ne pas avoir, comme vous dites, des plantations d'arbres qu'on fait passer pour des forêts. Il y a peut-être un peu dans les Vosges du Nord, et peut-être des... Mais sinon, on a la chance quand même chez nous d'avoir des forêts qui ne sont pas des plantations. Et dans les Vosges, il y a des belles forêts. C'est un peu plus loin de chez moi, mais il y a aussi beaucoup de roches, et puis beaucoup de vieux arbres. Et il y a des endroits en forêt qui sont très peu fréquentés. Et il y a encore cette atmosphère sauvage avec le grand tétras. Et il n'y en a plus beaucoup malheureusement. Mais dans le Grand Est, on a de la chance quand même. Dans le Grand Est, où il y a le plus de forêts en France. Et c'est là qu'il y a une tradition forestière la plus forte, c'est là que les gens se passionnent pour la forêt, en tout cas. Faites ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça serait super la forêt primaire, votre projet de forêt primaire en Grand Est, comme ça je pourrais aller voir là-bas. Ça serait bien. Ouais. Lâchez pas votre idée de le faire dans le Grand Est, hein, surtout. La science. Mais c'est là qu'il y a le plus de forêts publiques, je crois d'ailleurs aussi. Des forêts, des forêts domaniales, comme on dit, c'est-à-dire qui appartiennent à l'État, ne sont pas à des propriétaires. Oui.
J'ai une forêt que j'ai découvert l'été dernier, enfin pas cette année, l'été d'avant. C'est la forêt du Rizou, dans le Jura. Dans le Jura. Dans le Jura, au-dessus du lac des Rousses. C'est transfrontalier avec la Suisse. Et que j'ai trouvée fabuleuse. Donc, je peux que vous conseiller d'aller là-bas. Je la trouve vraiment fantastique. Je me sentis plénitude là-bas qui était assez extraordinaire. Après, moi, je viens de Gironde. Et donc, chez moi, ça a tout cramé cet été. Et j'ai fait une partie de mon enquête auprès de quelqu'un qui a déposé une ORE, une obligation réelle environnementale, sur un site à Belin-Bélier. Belin-Bélier a été touché. Et j'avais aussi fait des rencontres et des reportages à Ostens, dont une partie de plantation, mais il y avait aussi un bout avec des séquoias géants qui étaient protégés par le département, où ils avaient commencé à organiser des bains de forêt gratuits pour les publics qui n'ont pas la chance d'aller côtoyer le vivant. Et donc ils avaient mis en place ce programme. J'avoue que je n'ai pas osé retourner là-bas encore, parce que j'ai peur de voir en fait l'état du désastre et de ce qui s'est passé. En fait, en tout cas, ce qui s'est passé cet été dans mon département a provoqué beaucoup de débats. Je pense que ça ne vous a pas échappé, notamment par rapport à ce qui s'est passé à la Teste de Bush, par rapport à la forêt qui touchait les campings, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur la gestion de la forêt, le type d'arbres et d'essences qu'on va remettre, etc. Et je pense que ça doit nous permettre de poser les vraies questions que soulevait déjà Francis il y a 2 ans avec une tribune sur justement les plantations et les forêts. J'ai mangé ce que je voulais dire, la deuxième chose. Ah oui, si en local, ça a aussi provoqué un grand élan de solidarité. Il faudra voir ce que ça donne dans les mois qui viennent. Mais les populations qui ont été affectées par ces incendies ont vécu des choses forcément assez bouleversantes. J'ai des amis qui m'ont dit on a la sensation d'être les premiers réfugiés climatiques, etc. Donc il va falloir suivre un petit peu ça pour voir par la suite si les sylviculteurs, si les hommes et les femmes politiques et si localement on arrive à peut-être changer notre vision du rapport à la forêt. Parce que je ne vous cache pas que non plus, avant les incendies, il y avait des grands débats sur la mise en place de fermes photovoltaïques. Donc, quand je disais parfois, les enjeux du climat passent au-dessus de... Donc on a à la fois des plantations tenues par des grands sylviculteurs et maintenant des lobbies de l'énergie qui veulent couper ces forêts pour y mettre du panneau photovoltaïque. Enfin, du coup, ça mène des débats de société assez complexes. Oui, bonjour. Merci déjà pour ce débat. En fait, on a parlé de beauté du vivant, mais on a aussi parlé de laideur, de moche. On a parlé du coup finalement, je sens une dualité en fait qui est présente entre le beau, le moche du vivant. On a parlé aussi de la beauté comme finalement la réussite de l'évolution. Du coup, j'ai envie de dire qu'est-ce qui est laid, qu'est-ce qui est moche. Et ça m'a un petit peu interpellé en fait qu'on parle de laideur comme une non-réussite. Et du coup, en fait, en quoi cette dualité beau, moche peut servir à la sauvegarde du vivant? D'abord, je voudrais dire que c'est une hypothèse. Je n'affirme rien. Je constate simplement que dans l'évolution, je vois apparaître la beauté et qu'elle culmine avec les formes les plus éloignées de la base. Voilà, c'est une hypothèse. J'attends avec beaucoup d'intérêt les contradictions de mes collègues qui vont certainement s'exprimer. Mais comme personne ne sait ce qu'est réellement la beauté et à quoi elle sert et ce qu'elle signifie réellement, je me sens légitime à émettre des hypothèses. C'est comme ça que la science avance. Soit les gens seront d'accord, soit on va démolir l'hypothèse et en trouver une meilleure, mais c'est comme ça que ça marche. Juste une petite remarque pour ma part. Je ne sais pas si je vois la beauté ou la laideur dans une espèce donnée ou une autre. Ce qui me subjugue, en tout cas, c'est l'intelligence du vivant, c'est-à-dire cet alphabet qu'on a oublié et sa cohérence, son mode de fonctionnement. Je crois que c'est ça que je trouve beau, en fait. Peu importe, c'est quand on regarde de manière globale, en fait, ce qui se passe, ce fonctionnement-là, ces puissances, cette façon de s'adapter, moi, c'est ça qui me touche, en fait, intrinsèquement.
Je vous parlais des araignées. Moi, j'ai jamais eu peur vraiment des araignées, mais j'ai passé beaucoup de temps à les observer. Vous savez, les pholques ou les tégénaires qui sont en ce moment dans les maisons, parce que c'est la période de reproduction. Christine Rollard, voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec elle, qui m'a fait rentrer dans ce monde-là. Mon mari est arachnophobe, donc j'avais pour habitude de prendre le verre, un petit bout de papier, les mettre dehors. J'ai arrêté de le faire. Je lui ai offert le bouquin en disant maintenant on les garde. Et avec les enfants, je leur montre comment reconnaître les mâles, comment voilà. Mais il se passe beaucoup de choses dans une maison, en fait. Et moi, alors, s'il y a un petit insecte que j'aime pas trop, c'est les punaises, parce qu'elles me font toujours sursauter, elles font un boucan d'enfer quand elles se mettent à voler. Mais je leur en veux pas, mais à chaque fois, bon. Et un jour, il y a une punaise qui arrive au-dessus de mon bureau et qui, paf, hop, dans la toile d'araignée, au niveau de ma lampe, parce que je laisse les toiles. J'ai dit, waouh, tiens, bon débarras. Mais alors, surtout, j'ai vu la pholque se dépêcher de l'enruballer comme ça. Et je dis, ah. J'étais subjuguée et mort de rire en même temps parce que cette punaise m'énervait, mais j'ai laissé faire en disant je n'interviens pas. Et en fait, il se débrouille très bien sans nous. Et finalement, je m'amuse de ça en fait, et ça me fait rire. Et voilà, j'ai plein d'anecdotes du rouge-gorge. Voilà, qui le matin, je sors avec une veste rouge, je viens me piailler dessus et je me dis ah tiens, il m'a repéré avant que je ne le repère. Et c'est ça que je trouve beau et qui m'émerveille en fait, ces interactions-là et juste cette sensation d'être connecté à ça. Et je crois que c'est réapprendre ça, ne pas se sentir seul, on n'est jamais seul, dans le bide en effet avec toutes les microbiotes, dans l'invisible des champignons qui font tout ce travail dans nos sols, et dans tout ce qui nous entoure et qu'on a oublié. Et en fait, voilà, c'est cet alphabet réellement qu'il nous faut réapprendre à lire, à sentir, à regarder, à ressentir en fait surtout. En fait, pour rebondir sur votre question, quelque part la beauté ou la laideur est une appréciation humaine. Et je pense qu'on s'en fout. En fait, la question, c'est comment est-ce que ça peut être le chemin pour protéger le vivant ? Voilà. Non, mais je veux dire, qu'on le trouve beau, pas beau, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à prendre conscience, pour rebondir sur ce que tu dis, à être touché par ce vivant, pour être capable d'en prendre soin, qu'on l'apprécie, enfin, tu vois, que l'esthétique soit là ou pas ? Oui, je pense que c'est ça. C'est aussi se détacher de la question utilitariste, quoi. Mais c'est bon. Mais globalement, j'ai toujours l'impression quand même qu'on continuera à vouloir préserver ce qui est beau. C'est pour ça que je dis, essayons de nous éduquer à trouver beau ce qui pour nous importe, donc ce qui est la vie. Et comme tu dis, la vie, pas de façon séparée, mais de façon globale, parce que finalement, une espèce qu'on va trouver laide, elle fait partie d'un écosystème, elle a des liens avec d'autres espèces, et donc elle fait aussi partie d'un tout. Et ce tout, on le trouve beau, et donc je pense quand même que quand vous disiez la beauté c'est culturel, je pense qu'il y a quand même une part de culturel. C'est nos représentations, encore une fois les récits. Forcément on va trouver souvent ce qu'on va dire une espèce moche, c'est une espèce qui a des pustules, c'est une espèce qui est un peu bizarre, parce qu'on nous a appris qu'une espèce qui avait des pustules c'était laid, et qu'une espèce qui n'était pas comme que le crapaud c'est moche, et que la grenouille c'est beau. Donc c'est quand même quelque chose qu'on apprend finalement. Et donc c'est d'une certaine manière culturel, je pense. Et je pense que quand on a la quand je parlais tout à l'heure, quand l'humanité passe là, quand elle est habitée par ceux qui n'existent pas, je pense qu'on peut tout inventer. Et même cette notion de beauté, dans la situation actuelle où on détruit tout, il faut se forcer à nous éduquer, à changer cette perception de la beauté. Et je pense que même si à la rigueur c'est pas possible, au moins il faut essayer et il faut se convaincre que c'est possible, parce que voilà, je pense que c'est une grande clé contre la destruction. Je pense que de trouver beau la vie, c'est une garantie contre la destruction. Je voudrais aller un peu dans le même sens. Il faut en connaître un minimum pour voir la beauté. Un gamin tout petit dans la forêt, il ne verra pas ce qui est beau. Non, pas du tout. Il ne va pas inventer ça lui-même. Ça me rappelle, dans la forêt amazonienne, un camp où j'étais avec des étudiants, on voit passer un bataillon de l'armée brésilienne qui sortaient de la forêt, crevés, fatigués, etc. On leur dit, mais elle est belle la forêt? Ils m'ont dit, beau, mais c'est lamentable, c'est horrible. Ils m'ont dit, on dirait que de la salade cuite. Bon, les gens qui n'y connaissent rien, ils ne peuvent pas voir la beauté.
Donc il y a un aspect d'éducation là-dedans. Eh bien, je rouspète contre l'éducation nationale, puisque maintenant, les sciences de la vie ne sont plus obligatoires, n'est-ce pas? Je crois que c'est optionnel. Et très souvent, les jeunes, ils choisissent autre chose que ça. Qu'est-ce que c'est que cette époque où on n'a jamais autant eu besoin de l'écologie et où l'écologie ne figure plus dans les programmes de l'éducation nationale? Alors moi, je me dis qu'on a après des adultes qui n'ont jamais vu quelque chose de beau dans la nature, et donc on a des politiciens qui sont nuls en écologie. Voilà, c'est ce qu'on a maintenant sous les yeux. Oui. Je crois que c'est toi, Victor, tu en parles dans ton livre. Tu fais référence à un moment au jeu Pokémon Go, où tu dis finalement les jeunes d'aujourd'hui passent beaucoup de temps sur ces applications à faire des jeux et à s'amuser avec des animaux un peu imaginaires. Mais en fait, si on passait plus de temps dehors et juste passer du temps dehors, sortir des écrans, sortir des quatre murs, en fait, je relisais une statistique hier comme quoi 4 enfants sur 10 en 2015 en France ne jouent plus en extérieur dans la semaine, en fait. Et en fait, on se coupe déjà juste parce qu'on n'est plus au contact. Et plus ça va, plus les études montrent à quel point les écrans prennent de plus en plus de place. Et voilà. Et en France, il faut savoir qu'il y a des réseaux d'éducation nature qui existent depuis 50 ans, qui font un travail exceptionnel. Les FCPN ou d'autres, enfin voilà, il y a plein de réseaux écoles et nature. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez y mettre vos enfants. Il y a aussi depuis peu le réseau École dehors avec les Forest Schools qui s'est développé. Voilà, avec d'autres types d'approches. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'enseignants, en tout cas en primaire, qui essayent de faire en sorte que les enfants passent du temps. Mais après, voilà, arrive le collège où il y a encore un peu de SVT, c'est 1 heure toutes les 15 jours. Et au lycée, en effet, c'est devenu optionnel. Vous pouvez en parler avec quelqu'un comme Marc-André Sellos, qui a monté la fondation Biogé, justement pour mener ce combat et dire cessons de limiter les enseignements de voilà. Mais moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, c'est me dire comment allons-nous réussir à contrer les défis qui sont face à nous, à les résoudre, si on n'a plus ce goût-là, si on ne sait plus observer, si on se réfugie juste derrière des choses un peu factices ou une nature qui est juste filtrée par des écrans. C'est très important. Je ne sais pas si je peux juste faire une parenthèse sur le contact que tu disais, le fait de ne pas être dans le jardin, etc. Ça, c'est important, mais juste peut-être préciser que souvent, on pense que la déconnexion au vivant est géographique. C'est-à-dire que les gens des villes n'y connaissent rien, ils n'ont pas connaissance, et que les gens de la campagne... Mais en fait, la déconnexion, avant d'être géographique, elle est surtout culturelle et intellectuelle. C'est-à-dire qu'on peut vivre à la campagne, observer... Déjà, on peut vivre à la campagne sans observer, et on peut vivre à la campagne en observant et en ayant un rapport un peu biaisé, un peu au vivant. On peut très bien être dans la nature, observer et être un chasseur et penser que la faune nous appartient. Et donc, je pense que l'observation est un pas vers quelque chose d'autre, mais on doit l'accompagner d'une éthique et finalement d'un autre rapport aussi aux choses. C'était juste pour parce que souvent on nous dit par exemple les chasseurs disent ceux qui sont anti-chasse, c'est forcément des citadins. C'est pour faire un peu la déconnexion, elle est intellectuelle et culturelle, elle est pas tant géographique. Mais en effet, c'est sûr, c'est peut-être plus compliqué pour les gens qui vivent en ville de comprendre la richesse et la diversité des écosystèmes, etc. quoi. On va prendre une dernière question, puis après on va... Sauf s'il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a encore une question ? Là, il y a encore une question, et puis après on va clôturer. Ouais, j'avais une question à Monsieur Allais qui demandait tout à l'heure si on connaissait des plantes moches. Je voulais demander ce qu'il pensait du capoquier, ou enfin du faux capoc que j'ai découvert la semaine dernière, qui est un arbre qui est très bizarre, avec un tronc, une forme bizarre, et des piquants partout, qui est assez effrayant. Le Ceiba speciosa, qui est un arbre d'Amérique du Sud, si j'ai bien compris. Excusez-moi, vous l'appelez comment ? Le faux capoquier ou l'arbre à soie, Ceiba speciosa. C'est un arbre qui a un tronc comme un baobab, qui a des piquants comme un vieux rhinocéros, et qui a des petites branches toutes maigrelettes couvertes de piquants, et il fait peur, quoi. Oui, je vois. Alors, être couvert d'épines et avoir l'air féroce, c'est pas la même chose que d'être laid.
les cactus, vous ne pouvez pas imaginer plus couverts d'épines et plus dangereux, en effet. Mais c'est beau, les cactus, non? Bon, c'est deux choses différentes, d'être laid ou d'être dangereux. Non, je connais le capoquier, ça. Merci beaucoup. Merci à tous les trois de ce témoignage.